l'obligation d'alerte au titre des entreprises en difficulté. Voir le texte de la loi du 16 avril 2016 relatif aux procédures collectives. Mise à jour. La loi du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique aide les entreprises qui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à maintenir les emplois et à payer leurs dettes. Le régime de redressement comprend 3 étapes. La notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable et le règlement judiciaire. La première étape de ce processus entre dans le cadre de la mission permanente du commissaire aux comptes. Selon l'article 3 de la loi 95-34, bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d'imposition réelle, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s'abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins 1 an. Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant 3/4 de ses fonds propres sur 3 années successives, s'il se révèle au juge qu'il y a des chances sérieuses pour son redressement. Grand A. La notification des signes précurseurs des difficultés économiques, la procédure d'alerte. L'article 5 de la loi de 1995 précise que les services de l'inspection du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique et les institutions financières sont chargés d'informer la commission de suivi des entreprises économiques de tout acte constaté par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non-paiement de ces dettes 6 mois après leur échéance. La notification doit également être faite par l'associé ou les associés détenant au moins le 10e du capital d'une société en difficulté économique, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société à responsabilité limitée dans les autres sociétés. Elle doit être faite par tout associé, nonobstant la part du capital social qu'il détient. Selon l'article 6 de cette même loi, le commissaire aux comptes de l'entreprise est chargé de demander par écrit aux dirigeants des éclaircissements relatifs à tout acte menaçant l'activité de l'entreprise relevé à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de 15 jours. Plusieurs faits peuvent déclencher la procédure d'alerte. Ils peuvent être classés comme suit. Dégradation des conditions d'exploitation et de la situation financière de la société. Résultats déficitaires. Baisse de la marge expliquée par l'augmentation des charges. Baisse du niveau d'activité de la société. Situation financière déséquilibrée. Fonds de roulement négatif. Trésorerie négative. Problème de gestion des relations avec les tiers et apparition de plusieurs incidents. Retard de paiement des fournisseurs. Retard de paiement par les clients. Perte d'un soutien financier. Perte d'un client important. Fait menaçant de compromettre la continuité de l'exploitation. Désaccords importants survenus entre les associés menaçant le cours normal des affaires de la société. Redressement important suite à une vérification fiscale approfondie. Longue période de grève et de perturbations sociales. Le commissaire aux comptes doit être vigilant quant aux faits qui sont de nature à menacer ou compromettre la continuité de l'exploitation de la société et doit bien choisir la date de déclenchement de l'alerte, car si elle est effectuée d'une façon tardive, elle sera sans intérêt quant au redressement d'une situation définitivement compromise et si elle est effectuée d'une façon prématurée,
Elle risque d'inquiéter les banques et les tiers de la société et la mettre dans une situation qu'elle aurait pu éviter. À cet effet, la réponse des dirigeants est d'une importance accrue, importante. Elle permet d'analyser la situation de la société et de comprendre les éventuelles mesures à envisager. Selon l'article 6 de la loi de 1995, à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire aux comptes soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise ou au conseil de surveillance et en cas d'urgence, il convoque l'assemblée générale des actionnaires et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse. Toutefois, si le commissaire aux comptes constate que la continuité d'exploitation demeure menacée, malgré les mesures prises par la société, il mentionne cela dans son rapport destiné à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires. En cas d'urgence, continuité d'exploitation fortement menacée, tout retard peut rendre impossible le redressement de la société. Le commissaire aux comptes convoque lui-même l'Assemblée générale, l'article 277 du Code des sociétés commerciales, pour lui exposer les problèmes soulevés. Si le commissaire aux comptes constate, après l'accomplissement des mesures su-indiquées, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d'un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques. La commission de suivi des entreprises économiques, créée auprès du ministère de l'Industrie, est chargée par l'intermédiaire d'un observatoire national de centraliser, d'analyser, d'échanger les données sur l'activité des entreprises en difficulté économique dans le cadre d'un réseau informatique avec les parties intéressées et de fournir au président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu'il les lui demande tous les renseignements dont elle dispose. Grand B. Le règlement amiable. Selon l'article 9 de la loi de 1995, tout dirigeant d'une entreprise peut demander par écrit, avant la cessation de paiement, au président à la commission de suivi des entreprises économiques d'être admis au bénéfice du règlement amiable. La commission établit le diagnostic préliminaire de l'entreprise et le transmet dans un délai maximum d'un mois au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal du débiteur afin de se prononcer sur l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Selon l'article 10 nouveau de la loi de 1995, dès la réception de la transmission, le président du tribunal décide l'ouverture de la procédure du règlement amiable et désigne un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur et ses créanciers dans un délai qui ne dépasse pas les 3 mois prorogeables d'un seul mois. Il peut assumer lui-même cette mission. Le président du tribunal peut aussi demander des informations sur la situation de l'entreprise auprès de toute administration ou établissement administratif ou financier, en particulier auprès de la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert en diagnostic de s'enquérir sur la véritable situation de l'entreprise. Il transmet une copie de l'étude de diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques pour requérir obligatoirement son avis. Le président du tribunal ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure à la date d'ouverture du règlement amiable que si il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation de l'entreprise et une entrave à la possibilité de son redressement. Il ne peut également ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles que s'il s'avère qu'ils sont indispensables à l'activité de l'entreprise débitrice. Il peut aussi ordonner l'arrêt du cours des intérêts, les pénalités de retard et suspendre les délais de déchéance et ce jusqu'au prononcé du jugement sur la demande de règlement. Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts, ainsi que sur toute autre mesure. Le président du tribunal homologue l'accord entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers
il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les 2 tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement des autres dettes, quelle que soit leur nature, sur une période ne dépassant pas la durée de l'accord, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale contraire. L'accord est déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre de commerce, publié au journal officiel de la République tunisienne et une copie est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques. En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris à l'égard de l'un de ses créanciers en vertu de l'accord de règlement amiable pendant 6 mois, à compter de la date où ces engagements sont devenus exigibles, tout intéressé peut demander au tribunal la résolution de cet accord, la déchéance des termes accordés au débiteur, ainsi que le retour des parties à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées. Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être prorogé. Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans le délai fixé par le président du tribunal n'a pas été possible, ou si le débiteur s'abstient sciemment, en toute connaissance des causes, de se présenter auprès du conciliateur, bien qu'il ait été dûment assigné, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable, ordonne l'ouverture de la procédure du règlement judiciaire s'il s'avère que l'entreprise est en état de cessation de paiement de ses dettes au sens de la présente loi et on informe la commission de suivi des entreprises économiques. Le grand C, le règlement judiciaire. Pour bénéficier du règlement judiciaire, la société doit être en état de cessation de paiement de ses dettes. La demande de règlement judiciaire est présentée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. Le président du tribunal de première instance demande l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur la demande qui lui est présentée et lui fixe à cet effet un délai de 20 jours. À l'expiration de ce délai, il peut ordonner le déclenchement de la procédure de règlement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ou décider le rejet de la demande. Il peut aussi ordonner la cession de l'entreprise à un tiers sans passer par une période d'observation, s'il est évident que c'est l'unique solution pour le redressement de l'entreprise. Il est à préciser que la procédure de règlement judiciaire comporte 2 principales étapes. Petit a, la période d'observation. Le président du tribunal désigne dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à partir de la date de réception de l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques ou à l'expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire chargé de l'élaboration du plan de redressement dans un délai de 3 mois renouvelable pour la même durée par décision du président du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner également un ou plusieurs experts en diagnostic pour s'enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l'entreprise en vue d'aider l'administrateur judiciaire dans l'élaboration du plan de redressement. Un extrait de la décision d'ouverture de la période d'observation est inscrit au registre de commerce. Une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L'extrait sera inséré au JORT, à la diligence du greffier du tribunal et aux frais du débiteur. Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise. Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et ce, dans un délai de 30 jours à compter
de la publication au JORT, aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année. L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d'assister le débiteur en tout ou en partie dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur. Et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d'immeubles en raison du non-paiement d'une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires et les délais de déchéance. L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l'entreprise, y compris au besoin le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ses dettes ou des intérêts y afférents. Il peut aussi proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. L'administrateur judiciaire demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du plan. Consulte les représentants des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes. L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement à l'avis du juge commissaire dès qu'il en achève l'élaboration. Le juge commissaire élabore un rapport dans lequel il donne son avis sur l'opportunité du redressement qu'il communique au tribunal dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Il peut proposer de soumettre l'entreprise aux procédures de faillite ou de liquidation. Le tribunal statue en chambre du conseil avec l'assistance du ministère public sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et co-débiteurs solidaires. Petit b. La décision du tribunal. Le tribunal décide le rejet de la demande chaque fois qu'il s'avère que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements. En cas d'admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle. Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise, sa location-gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourraient être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l'exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Le président du tribunal fixe les délais dans lesquels le contrôleur de l'exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l'exécution du plan sans que ce délai ne dépasse 6 mois. Le contrôleur de l'exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques. À défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite s'il est soumis au régime de la faillite ou bien en liquidation de l'entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances. Section 5. L'obligation de révélation des faits délictueux. En se référant à l'article 270 du Code des sociétés commerciales, les commissaires aux comptes sont tenus de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secrets professionnels.
En cas de non-révélation de faits délictueux, l'article 271 du Code des sociétés commerciales soumet le commissaire aux comptes à un emprisonnement de 1 à 5 ans et ou à une amende de 1200 à 5000 dinars. Le terme fait délictueux est beaucoup plus large que le terme délit. Il englobe les délits proprement dits, les crimes et les contraventions. Il s'agit d'infractions commises au sein de la société auditée et se rapportant à son activité. Nous citons à titre d'exemple les infractions relatives à la constitution de la société, déclaration mensongère de souscription et de versement, surévaluation des apports en nature, infractions relatives à l'émission et à la négociation des actions, négociation d'actions dont le premier quart n'a pas été libéré, ou d'actions d'apport en nature avant l'expiration du délai de 2 ans. Les infractions relatives au fonctionnement de la société, infractions relatives à la tenue de comptabilité, abus de pouvoir et abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, publication de bilans inexacts, infractions relatives aux atteintes aux droits des actionnaires et aux modifications de capital, vote aux assemblées sans en avoir le droit, usage abusif du droit de vote par certains actionnaires, contravention aux dispositions relatives aux modifications du capital, information mensongère en cas de suppression du DPS, droit préférentiel de souscription. La norme numéro 10 de l'Ordre des experts comptables de Tunisie, norme relative à la révélation des infractions par le commissaire aux comptes, précise que la révélation se limite aux infractions significatives tout en écartant les erreurs et les omissions ainsi que les faits jugés non significatifs. Cette même norme stipule que les informations révélées sont considérées significatives lorsqu'elles correspondent à un fait ou un ensemble de faits ayant pour effet de soustraire l'entreprise ou ses dirigeants à des dispositions légales. Il s'agit de tout fait prouvant modifier sensiblement la situation nette ou fausser l'interprétation de la tendance des résultats ou fausser l'interprétation de la situation financière ou porter ou étant de nature à porter préjudice conséquent à l'entreprise ou à un tiers. Le caractère significatif doit être apprécié à la date de survenance des faits et non pas à la date de leur découverte par le commissaire aux comptes. Lorsque ce dernier juge que les faits révélés sont non significatifs, il écarte la mauvaise foi de leur auteur, sous la condition d'une régularisation complète et rapide. Mais une fois renouvelés, ces faits ne peuvent plus bénéficier de la présomption de bonne foi. La responsabilité du commissaire aux comptes pour non-révélation de faits délictueux ne peut être engagée que pour les faits dont il a eu connaissance. À défaut de détection de faits délictueux, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes ne peut pas être engagée, même s'il n'a pas accompli toutes les diligences d'audit requises lui permettant de découvrir les faits délictueux. Dans ce cas, la responsabilité civile du commissaire aux comptes est engagée pour négligence. Selon les dispositions de la norme 10 de l'OECT, la révélation des faits délictueux doit être faite au procureur de la République le plus tôt possible. Ce délai ne doit pas dépasser quelques semaines afin d'éviter les influences pouvant être exercées sur le commissaire aux comptes et l'assimilation de son silence à une renonciation à son obligation de révélation. Cette révélation doit être faite antérieurement à la date de dépôt du rapport général sur les comptes de l'exercice au cours duquel l'infraction a été consommée. Il est à noter que le commissaire aux comptes est tenu de révéler les faits délictueux, même en cas d'absence de préjudice causé à la société ou en cas d'absence d'une plainte. La norme 10 précise que cette révélation doit être faite par écrit, lettre de précision, et qu'il est souhaitable de la faire précéder par un entretien avec un magistrat du ministère public. La lettre de précision doit être déposée au tribunal du siège de la société contrôlée contre des charges et doit contenir notamment le rappel des textes mettant à la charge du commissaire l'obligation de révéler, une identification complète de la société contrôlée, une description détaillée des faits ainsi que la référence des textes définissant l'infraction,
l'identité complète de l'auteur des faits et de ses complices, la suite donnée par l'auteur des faits à l'intervention du commissaire aux comptes. En cas d'existence de deux ou de plusieurs co-commissaires aux comptes, la révélation doit être faite par chacun des co-commissaires aux comptes. Parallèlement à la révélation des faits délictueux au procureur de la République, le commissaire aux comptes est appelé, conformément aux dispositions de l'article 270 du Code des sociétés commerciales, à informer les actionnaires des faits délictueux qu'il a découverts et qu'il a révélés au ministère public par le biais d'un paragraphe spécial inséré dans son rapport général. Ce paragraphe doit décrire les faits, préciser la qualification de l'infraction, son incidence financière ainsi que la date de révélation au ministère public. Si le commissaire aux comptes constate dans le cas d'une révélation d'une infraction au ministère public que l'assemblée annuelle des actionnaires n'a pas été convoquée dans les délais prévus, conformément au statut de la société et ou conformément à la loi, il doit convoquer lui-même l'assemblée annuelle. Il en est de même en cas d'infraction mettant en danger la pérennité de la société et les intérêts des actionnaires ou des tiers. Section 6. L'obligation de diligence en matière de tenue des comptes de valeur mobilière. Selon l'article 1er de la loi 2035 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres, sont considérées comme valeur mobilière les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les certificats d'investissement, les titres participatifs, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs de placement en valeur mobilière, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés. Selon les dispositions de l'article 2 de cette même loi, ces valeurs mobilières sont dématérialisées et sont représentées par une inscription au compte de leur propriétaire auprès de la personne morale émettrice ou d'un intermédiaire agréé. Elles se transmettront par transfert d'un compte à un autre. La personne morale émettrice ou l'intermédiaire agréé délivrera à l'intéressé une attestation portant sur le nombre des titres qu'il détient. Il est à noter que selon l'article 19 du décret 2001-2728 du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, les commissaires aux comptes de la société émettrice doivent s'assurer de la conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières émises par la société à la réglementation en vigueur. Cette obligation de diligence doit être respectée même au cas où la société émettrice mandate un intermédiaire agréé pour la tenue des comptes des valeurs mobilières. Une mention en est faite dans leur rapport à l'Assemblée générale des actionnaires. Ils doivent également aviser la Banque centrale de Tunisie et le Conseil du marché financier, chacun en ce qui le concerne, des infractions à la législation et réglementation en vigueur. Selon les dispositions de l'article 3 du décret 2001-2728, les comptes de valeur mobilière doivent comporter les informations suivantes. Les éléments d'identification des personnes physiques ou morales propriétaires des valeurs mobilières et, s'il y a lieu, l'identification de l'usufruitier ainsi que les droits y rattachés et le cas échéant à qui reviennent ces droits. Les restrictions dans ces titres peuvent être frappées telles que le nantissement et la saisie. Le numéro et l'intitulé du compte doivent permettre d'identifier avec précision l'identité et la nationalité du titulaire du compte ainsi que les caractéristiques des valeurs mobilières dont il est propriétaire et ce, selon les conditions fixées par règlement du Conseil du marché financier. Selon l'article 4 de ce même décret, les sociétés émettrices et les intermédiaires agréés sont tenus de mettre à jour les comptes des valeurs mobilières dont ils ont la charge chaque fois qu'ils prennent connaissance de tout changement, soit sur la propriété conformément aux règles régissant la valeur objet du transfert de propriété, soit sur les droits et les restrictions y rattachées dont les valeurs mobilières en question peuvent être frappées. Il est à noter que chaque société émettrice ou intermédiaire agréé doit tenir un journal général des opérations, servi chronologiquement de toute écriture affectant les comptes des titulaires inscrits chez lui. Pour l'application de ces obligations, la société émettrice ou l'intermédiaire agréé
doit signer le cahier des charges annexé au règlement du Conseil du marché financier, CMF, relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeur mobilière approuvé par l'arrêté du ministre des Finances du 28 août 2006.